Bonjour, vous êtes sur Lumière spirituelle. Il est un pays qui, par sa culture, son héritage séculaire, a su profondément mystifier et émerveiller l'homme moderne. C'est bien l'Égypte des pharaons, des rois et des prêtres couverts d'or, des constructions colossales aux techniques mystérieuses qui interrogent la science, aujourd'hui encore. Et tout ceci dans un pays recouvert de sable, et dont la seule richesse semble n'être que le ruban miroitant du Nil. Jean-François Champollion, né en France au XVIIIe siècle, fut le premier à déchiffrer les hiéroglyphes. Il est considéré comme le père de l'égyptologie. Toutefois, c'est au XIXe siècle, avec Gaston Maspero, que l'égyptologie française prend réellement son essor par la création d'une mission archéologique permanente située au Caire. Maspero découvre en 1881 à Saqqara les textes des pyramides et les interprète comme étant des textes religieux et rituels qui avaient pour fonction d'aider le mort royal à accomplir le passage funéraire. Au début de 1886, il conduit les travaux de désensablement du sphinx de Gizeh. Diverses tombes sont alors découvertes et des momies sont exhumées. Toutes ces découvertes, dûment relayées par la presse scientifique et les quotidiens, déclenchèrent ce qu'il est convenu d'appeler l'égyptologie romanesque, qui prit sa place dans la création littéraire, l'art dramatique et plus tard le cinéma. Et on peut dire que cet engouement ne s'est jamais tari jusqu'à aujourd'hui. Je m'appelle Charlotte Lesturgie et dans les 2 premiers podcasts sur le thème « D'où vient l'homme moderne ?», j'y évoquais l'époque hellénique plus proche de nous et la pérégrination de l'époque aryenne avec la dissémination dans le monde des communautés védiques ou Arya, avec en filigrane de ce récit la courbe évolutive de l'humanité, qui n'est pas, comme le suggérait Darwin, uniquement provoquée par la sélection naturelle, mais dont les impulsions majeures sont données par des leaders spirituels qu'Édouard Schuré nomme les grands initiés dans son livre éponyme. À présent, le voyage temporel auquel je vous ai convié nous entraîne vers l'Égypte d'Hermès, mère spirituelle de l'Occident. Que sait-on en fait de cette antique civilisation qui a perduré pendant plus de 5000 ans? Était-elle une sorte de monarchie absolue et conquérante comme la despotique Assyrie, son ennemie de toujours? D'ailleurs, on peut se demander au nom de quel besoin de compétition ces 2 États ont développé un tel antagonisme. Ne serait-ce pas du fait que leur civilisation défendait des valeurs diamétralement opposées? Durant ces quelques milliers d'années, depuis l'époque aryenne, à travers la période troublée qui suivit les temps védiques, jusqu'à la conquête persane et, à l'époque alexandrine, l'Égypte fut le phare spirituel autour duquel évolua la pensée religieuse de l'humanité, amenant ainsi les principes fondamentaux modernes à transiter lentement de l'Asie vers l'Europe. Ici, une fois encore, les livres d'histoire occidentaux ne semblent pas faire grand cas des 50 dynasties qui se sont succédées sur les bords du Nil, et suggèrent, à tout pour le moins, que cette civilisation est restée isolée dans le calme du désert et dans la pratique d'un culte voué principalement à la mort. De tout temps, les civilisations évoluées et riches ont attiré les peuples alentours, et aussi l'hostilité des puissances voisines. En ce qui concerne l'Égypte, elle a su repousser toutes les invasions et protéger l'homogénéité et la pureté de sa constitution étatique. Avait-elle un savoir qui nous fait défaut aujourd'hui?
et qui nous serait bien utile pour affronter les temps de troubles sociaux que nous traversons. Mais dans les sables du désert, les temples majestueux aux pierres colossales se dressent animés aujourd'hui des seuls sifflements du vent, et l'aura de magnificence qui miroite encore autour du souvenir de ces quasi-dieux incarnés est comme la chrysalide qui reste collée à la branche après l'envol du papillon. Comment se fait-il qu'un tel haut lieu de la civilisation humaine, presque l'idéal d'un paradis sur terre, ait pu disparaître comme englouti dans la mémoire du temps? Était-ce un échec pour l'humanité, un essai raté qui a fait rétrograder la civilisation dans une période de ténèbres? Le livre d'Édouard Schuré, Les Grands Initiés, nous donne plusieurs indications très précieuses pour tenter de résoudre cette énigme. Je le répète, l'émergence ou la disparition des civilisations n'est pas à comprendre par voie d'empirisme. Dans la linéarité du temps, il y a un plan sublime pour l'humanité, et ce plan requiert des interventions et aussi des périodes de calme ou d'assimilation. En considération de l'ensemble du travail des grands initiés, on peut aussi dégager le fait que ces motifs événementiels se déplacent selon un parcours logique. Comme je l'ai dit précédemment, en partant d'un point précis et effectuant une grande courbe pour revenir, comme le boomerang, à son origine. En cela, l'évolution moderne est à comprendre de la même manière que les mouvements cosmiques de dilatation et de rétractation. À l'origine, il y a bien sûr l'exode de Rama jusqu'en Inde et l'émergence brahmanique lointaine qui constitue en elle-même toute la base nucléaire des courants de spiritualité qui se sont portés jusqu'à nous. Et sur cette route, il y eut un foyer lumineux majeur, celui de l'Égypte au temps de l'initié Hermès. Celui ou ceux, car Hermès peut aussi représenter toute une communauté d'initiés ou une école d'initiation, est celui que l'on désigne par Trismégiste ou 3 fois grand. Yann Lenné, né en 1896 et décédé en 1968, plus connu sous son pseudonyme ou nom de plume de Jan van Rijkenborg, écrivit 4 ouvrages traitant de l'Égypte d'Hermès. La gnose originelle égyptienne, tomes 1, 2, 3 et 4. Il y définit Hermès comme 3 fois sublime, au sens religieux, scientifique et au sens de l'art pur. Religion, science et art forment en lui un triangle équilatéral parfait. Édouard Schuré, quant à lui, parle d'une trinité de prêtres, de rois et de législateurs. En effet, sacerdoce, magistrature et royauté étaient réunis en un seul corps gouvernant. Ceci explique la stabilité et la longévité du système politique de l'Égypte d'Hermès. De plus, les Égyptiens attribuaient à Hermès 42 livres roulants voués à l'antique théogonie qui est comme le Fiat Lux, d'où Moïse et Orphée reçurent leur premier rayon. C'est l'explication et le commentaire de ces livres qui fait l'essence des écrits de Jan van Rijkenborg dans sa gnose originelle égyptienne. La doctrine du feu-principe et du verbe-lumière que renferme la vision d'Hermès restera le sommet et le centre de l'initiation égyptienne. Aujourd'hui, les découvertes de la science moderne corroborent cette vision en affirmant que la matière n'existe pas vraiment, qu'elle est une projection d'énergie, ou plutôt une forme que prend l'énergie, comme le décrit Bernard Duguay dans son article
La matière n'existe pas, tout n'est que forme et énergie, publié le 14 février 2013 sur son site personnel. Cela soulève également la question de savoir sous quelle influence l'énergie universelle va prendre forme. Les expérimentations de la physique quantique donnent à cette question une réponse des plus inattendues, car le résultat n'est pas le même lorsqu'une personne regarde l'expérience. Curieusement, l'observation influe sur le système. Ce phénomène est appelé la réduction du paquet d'ondes et pointe indubitablement vers notre responsabilité quant au regard que nous portons vers toute chose et ses conséquences immédiates. En partant de là, il devient clair que l'outil le plus puissant de l'être humain, c'est sa conscience et sa possibilité de créer des représentations mentales ou idéations, et aussi, bien sûr, la nécessité de faire évoluer cet outil magnifique lors d'un processus, et nous allons voir pourquoi. En fin de compte, l'homme moderne est-il une girouette perdue dans l'immensité du temps et de l'espace, ou plutôt le gardien d'un testament prodigieux? Quel peut bien être l'enjeu formidable qui se joue ici, et dont le dénouement ou l'épiphanie semble bien être placé à notre époque? Dans un premier temps, on peut constater que les ouvrages mentionnés plus haut, que dans ces ouvrages, les auteurs parlent tous de la même chose, du plan divin pour l'humanité. Mais les mots et expressions qu'ils emploient sont la conséquence de leur mission personnelle sur Terre. Ainsi, Édouard Schuré, qui vécut au XIXe et XXe siècle, était un chercheur, un écrivain et musicologue français. Il est mondialement connu pour son ouvrage Les Grands Initiés, dont le succès ne s'est jamais démenti et qui est constamment réédité dans de nombreuses langues. Il a réalisé avec cet écrit une synergie nouvelle, annonciatrice de la fusion future de tous les courants religieux du monde. Quant à lui, Jan van Reichenborgh, qui vécut également au XIXe et XXe siècle, d'origine néerlandaise, est le cofondateur du Lectorium Rosicrucianum, structure d'apprentissage sur le modèle de l'antique initiation égyptienne d'Isis et Osiris. Il exhorte le lecteur à vivre dans le présent, ce que la langue sacrée de tous les temps enseigne. Homme, qui es-tu? D'où viens-tu? Et où vas-tu? Il parle d'une expérience d'éveil et de transformation vécue dans le monde moderne, sans passage obligé par la vie monastique, celle d'ermite, voire par la mort physique, comme le suggéraient les religions. Il faut comprendre à ce sujet que chaque initié s'adresse à l'humanité dans un angle d'approche différent. Dans le prochain et dernier podcast de la série, je parlerai de l'initié Jésus-Christ et de son Nouveau Testament, véritable transmuteur du champ psychique humain. En langage moderne, on pourrait dire que son enseignement a introduit dans le champ morphogénétique de l'humanité un algorithme nouveau qui va poser dans l'Occident d'aujourd'hui le point d'orgue de cette longue révolution cosmique et accélérer, entre autres, le développement du cortex préfrontal humain et l'accession à la pensée reliée au cœur et non plus au cerveau reptilien. Cela mérite sans doute une petite parenthèse. Eh bien, imaginons un monde où le temps n'existe pas. Ce qui y est créé est parfait et éternel. Pour que cela fonctionne, il faut pourtant que chaque création ait un plan de manifestation en harmonie avec l'ensemble de tout ce qui existe.
l'infiniment petit ou la démesure du macrocosme nous donne une bonne image de ces structures à la fois autonomes mais parfaitement équilibrées par les lois universelles. Pour l'homme physique, sa condition fondamentale n'est pas la même. Il y a une part animale en lui. Il est issu de l'implantation d'une triple conscience autonome dans un corps matériel, rattaché à la planète et au temps. Or, la langue sacrée nous apprend que l'homme originel, l'homme céleste, en tant que création spontanée de l'esprit universel, n'est rattaché à aucune autre création, puisqu'il est un petit monde en soi, un microcosme. Le pourquoi de cette situation compliquée a été relaté dans beaucoup de textes anciens, même d'antiques écrits sumériens, et il s'agit de ce qu'il est convenu d'appeler la chute. Notre cerveau le plus actuel, le cortex préfrontal, nous permet de synthétiser les concepts et de produire une analyse nouvelle et concrète de tous les apports réalisés par les initiés qui ont jalonné le cursus évolutif de l'humanité afin d'en débarrasser l'essence de toutes les scories de langue et de culture. Ce faisant, on peut résumer la situation de l'homme moderne ainsi. La triple flamme de la conscience autonome, ou feu principe d'Hermès, qui a été placé dans notre structure de manifestation animale, est rattachée par des moyens de fortune à un microcosme d'homme originel, qui est dans l'incapacité de se manifester à cause de la catastrophe de la chute. La personnalité humaine doit devenir suffisamment mature afin de comprendre sa situation et de s'engager dans un processus d'introspection et d'élévation, désiré librement, et ainsi être guidé vers un cheminement d'élévation. Voyez-vous maintenant, dans cette situation hautement acrobatique, ce que la longue courbe d'évolution voulait accomplir au cours des millénaires. L'homme matériel étant créé, il pouvait, dans cette conception anormale, devenir facilement incontrôlable et plutôt dangereux pour sa planète hôte. Car la flamme d'une conscience autonome est d'origine directement divine. C'est l'Osiris en nous. Mais elle a besoin, pour s'exprimer, d'une structure adaptée ou d'une Isis, la mère universelle. Ainsi, la petite flamme de conscience a dû être éveillée en l'homme matériel selon des cycles sidéraux répétitifs et petit à petit, au cours des siècles. Elle a dû être nourrie et guidée afin de devenir consciente d'elle-même et du monde l'environnant. Cette lente maturation, au gré de multiples manifestations dans la matière, a donné finalement notre condition d'homme moderne, qui est de loin la plus dangereuse de toute l'évolution. Car d'un côté, l'homme moderne, cérébral et intellectuel, est rattaché à la matérialité par la planète, et de l'autre, il a la potentialité d'accession à un système céleste, le microcosme de l'origine. De plus, et non des moindres, il a le libre arbitre, comme l'avait l'homme originel. Bien sûr, sinon comment croyez-vous que la chute eût été possible ? Voilà la situation inconfortable de l'homme moderne, écartelé en un lien qui doit être rompu, et une métamorphose vers sa véritable place dans l'univers. Tous les grands envoyés ont enseigné la même chose, selon les critères et moyens de l'époque de leur apparition sur terre. Il y a un plan divin pour l'humanité. L'Égypte a été, durant des millénaires, la porte vers cette accession au monde de l'origine. Et lorsque la porte s'est fermée,
La naissance du Christ en a ouvert une nouvelle, donnant à l'homme moderne des clés intérieures et des libertés nouvelles afin de se réaliser. Nous voici arrivés à la fin de ce 3e podcast de Lumière spirituelle. Je m'appelle Charlotte Lesturgie et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la conclusion de cette thématique. D'où vient l'homme moderne? Dans un nouvel opus, l'initié Jésus-Christ et le Nouveau Testament de l'humanité. Que savons-nous réellement à son sujet? Nous a-t-on tout dit lors des cours d'instruction religieuse? Je répondrai à cette question et à d'autres dans une nouvelle approche de la vie et de l'apport de ce grand initié, toujours dans la foulée de grands esprits comme celui d'Édouard Schuré et d'autres, qui au cours des âges ont maintenu débroussaillé le chemin de l'évolution de la conscience humaine.